Alors un sujet qui va être évidemment passionnant pour tous les parents. Il s'agit de cette interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Sans doute que vous êtes confrontés à cela avec des jeunes qui passent leur temps sur les téléphones et qui envoient des WhatsApp, qui passent du temps sur les différentes plateformes numériques. Eh bien la France sera le seul pays de l'Union européenne à appliquer cette mesure d'interdiction. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Mathieu Hoc, est-ce que, comme le dit la gauche, ce texte prive les jeunes de l'accès à l'information ou au contraire, est-ce que c'était indispensable? Est-ce qu'il fallait absolument interdire ces réseaux sociaux aux jeunes? Votre avis? Moi, j'aurais tendance à avoir un avis. Je ne suis pas expert du sujet, mais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le plus important, me semble-t-il, c'est comment aujourd'hui l'État va se substituer. Comment pourrait-il réussir à se substituer à l'autorité parentale? Parce qu'en fait, sur l'objectif d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, c'est un objectif qui, par essence, peut être louable. Mais on voit bien que la méthode n'est pas la bonne. Ce n'est pas à l'État d'interdire l'accès aux réseaux sociaux, ce serait davantage aux parents. Or, en fait, la difficulté que je vois dans cette loi, c'est qu'on délégitime le rôle éducatif des parents, des familles, etc., pour le remplacer par l'État, avec une manière de mettre en œuvre une loi dont on comprend pas vraiment comment elle pourra être réellement appliquée, sinon à vouloir toucher l'ensemble de la population pour essayer de savoir qui a quel âge et donc qui peut accéder ou pas aux réseaux sociaux. Alexandre Malafaille, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire est-ce que c'est à l'État d'interdire ou est-ce que c'est aux parents d'interdire? Si on remonte à la Révolution, les parents n'ont rien à faire, c'est l'État qui s'occupe de tout. Donc ça, c'est de toute façon un vrai sujet de fond sur la façon dont notre société fonctionne. Après, il y a une dérive en France qui est redoutable, c'est qu'on a la loi facile. C'est-à-dire qu'au sens facile, c'est que dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Et même s'il y a déjà un arsenal de lois, quand un problème qu'on n'a pas vu venir se présente, on refait une loi. On ne se pose pas la question d'évaluer ce qui a déjà été fait, on ne se pose pas la question de faire un état des lieux sur la nature réelle des problèmes. Non, on fait une loi, ce sont souvent des gadgets, des sparadraps, et souvent d'ailleurs elles ne sont pas appliquées ou mal appliquées parce que les décrets ne sont pas faciles à rédiger, voire impossibles à rédiger. Donc ça, c'est le problème de base. Mais bien sûr qu'on a un sujet avec les réseaux sociaux en général et l'usage des téléphones en particulier. On n'a pas appris à s'en servir. On a laissé faire. Le numérique, c'est un Far West. Depuis qu'il s'est développé, on n'a rien réglementé au sens intelligent du terme, pas pour faire des règles, mais voilà, on n'a pas appris à vivre avec cet environnement qui est une nouvelle dimension. Donc il y a tout à reconstruire. Alors si on pense que c'est par l'interdit, alors qu'on a laissé se développer la liberté, qu'on va y arriver, c'est difficile. Prenez l'exemple des vélos dans Paris. Tous ceux qui circulent à pied ou en voiture ou en vélo constatent que c'est une espèce de Far West, là encore. Les vélos font tout et n'importe quoi. Non-respect des feux tricolores, tout, passe au rouge, passe au vert, remonte en sens interdit, même quand c'est interdit. Je connais ça, voilà. je prends beaucoup mon... Tout le temps, tout le monde voit ça. Mais j'essaye de respecter au maximum. On a laissé le problème s'installer. Comment voulez-vous reprendre la question des deux roues à Paris de manière réelle et sincère? C'est impossible. Voilà, avant de reprendre des comportements normaux dans Paris, on n'y arrivera pas. C'est la même chose sur le numérique. On a laissé tout et n'importe quoi se faire. Et aujourd'hui, avec en plus tous les moyens de contournement que vous avez dans le domaine effectivement numérique, qui sont les VPN et tout le reste, regardez simplement le domaine de la pornographie. N'importe qui peut faire une recherche sur Internet. Vous pouvez toujours effectivement dire, on a mis des lois, on a interdit. Je vous garantis qu'en 3 clics, vous tombez sur un site porno et vous n'avez aucun problème pour voir une vidéo. Donc je veux bien qu'on ait interdit. Non mais je fais appel à personne pour ça. Mais je veux dire par là, c'est que la loi ne règle pas, la technique ne règle pas. Il faut éduquer. Il faut revenir aux fondamentaux et ce sera long parce qu'on a laissé s'installer un bazar invraisemblable. Mais Mathieu Hoc le disait juste avant, c'est-à-dire que les adolescents en clair ont une longueur d'avance et on l'a vu notamment en Australie, c'est-à-dire qu'il y a cette interdiction et les plateformes n'y arrivent pas finalement à juguler, à empêcher les jeunes d'aller sur ces réseaux sociaux. Exactement, vous prenez l'exemple de l'Australie, la France le montrera aussi cet exemple-là. Dans les sociétés, notamment occidentales et prises de liberté, plus vous cherchez à interdire pour lutter, réguler un phénomène, eh bien moins l'objectif que vous prétendez atteindre sera atteint. Pourquoi ? Parce que nos sociétés ne fonctionnent pas comme ça. Et donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alexandre. Il faut revenir à l'essence même de ce que doit être l'éducation. L'éducation, c'est fait par les familles, c'est fait par les parents, et ce sont à eux de distiller les bons messages, d'accompagner les jeunes, etc. Et parfois de mettre de la sanction. Je peux vous dire, Mathieu, je suis parent de 2 enfants Quel âge qui ont 11 et 13 ans.
13 ans, donc il a eu son premier smartphone. Bon courage. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. C'est sûr. une plaie, parce que les jeunes, effectivement, il y a une addiction qui se fait très, très rapidement. Et j'ai appris en lisant les colonnes, je crois que c'était le Figaro, qui a fait toute une double page là-dessus, et bien qu'il y a certains jeux qui sont très addictifs. Il y a un jeu qui s'appelle Brawl Stars, voilà, mon fils y joue, et ben c'est terrible parce que il y a des paliers, on a toujours envie d'aller plus vite, plus haut, et c'est très compliqué, Christophe, c'est très compliqué de les empêcher de jouer. Je voudrais qu'on écoute Anne Le Henaf, qui est ministre déléguée à l'IA et au numérique. Elle était sur Sud Radio ce matin et elle a rappelé les contours de cette loi. Nous, on a fait une interdiction sèche sur l'ensemble des réseaux sociaux, y compris dont ceux dont la fonctionnalité était secondaire. Je pense par exemple à des jeux de vidéo comme Roblox qui ont un réseau social mais qui est secondaire, qui permet de discuter puisque leur jeu premier c'est pendant le jeu entre des gens qui se connaissent pas. On sait que c'est un terrain de chasse pour les pédocriminels. Oui. Donc il est évident qu'il fallait que ça rentre dedans. La fonctionnalité YouTube réseau social, elle est aussi concernée, mais pas évidemment l'accès aux vidéos pour les mineurs. Vous voyez, c'est donc une définition très large. Ça veut dire par exemple Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, sont dedans. Tous les réseaux sociaux. Mathieu Hoc, on vient d'entendre la ministre. L'État ne peut pas tout faire. C'est aux parents aussi d'agir. Mais exactement, c'est ce que je disais. Et l'État, par contre, peut accompagner les parents avec les dispositifs de contrôle parental, etc. Ça, c'est possible de le faire. Mais c'est comme sur les questions de délinquance que moi je connais mieux, où on a des parents, la question des parents démissionnaires. On ne sait pas s'ils sont démissionnaires ou ils sont surmenés et dépassés. Eh bien, on dit toujours, les parents n'y arrivent pas. On va mettre en place des couvre-feux pour les mineurs. Mais prenez le sujet. Prendre le sujet à la racine. La racine est qu'aujourd'hui, il faut que dans notre société, l'autorité familiale puisse être une valeur, un principe de notre société, et ce qui permettra d'accompagner justement les parents quand ils porteront une parole auprès de leurs enfants, elle sera écoutée. Parce que pénaliser tous les jeunes de moins de 15 ans qui ont accès aux réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Beaucoup peut-être utilisent les réseaux sociaux sûrement de la meilleure des façons. Et donc aller sur des dispositifs d'interdiction généralisée, c'est en plus d'être liberticide, ça me paraît peu efficace. En tout cas, on respecte la loi, il faut respecter la loi, et les adolescents là de moins de 15 ans ne pourront plus aller sur ces réseaux sociaux. Alors, on va passer à 13h38 sur Europe 1 dans ces débats du 13-14 et à un thème qui est juste assez affolant. C'est-à-dire que nous sommes en France, on n'est pas au Mexique, et on a des cartels de drogue qui sont en train là de se propager un peu partout, notamment dans le sud de la France. Le maire d'Alès, on en parle beaucoup sur Europe 1 et à juste titre, est dans un lieu protégé et sécurisé en France. C'est un lieu qui d'ailleurs est tenu secret pour des raisons de sécurité. On rappelle qu'il a été exfiltré dans la nuit de lundi à mardi par des policiers du RAID. Il a été menacé par la DZ Mafia. Est-ce que, alors on va poser la question à Alexandre Malafaille, est-ce que les menaces sont suffisamment prises au sérieux par l'État ? Est-ce qu'on peut, comme ça, arrêter la DZ Mafia rapidement ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens à mettre en place pour éviter ce qu'on est en train de voir, qui doit étonner beaucoup d'auditeurs ? Bon, d'abord, il faut rendre, si je peux dire, un véritable hommage aux services de renseignement français, parce que s'ils ont détecté ce qui risquait d'arriver au maire d'Alès, c'est qu'ils font très bien leur boulot, qu'il y a une vraie surveillance, il y a une vraie veille, et que de ce point de vue-là, on a des services qui sont très efficaces, qui sur plein de sujets, depuis les premiers attentats de 2013-2014, ont vraiment refondé leur modèle, alors d'abord sur le terroriste, et maintenant on est en train d'orienter les capteurs sur tout ce qui est lié au narcotrafic. Il y a encore du boulot, on est absolument d'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que sur ce sujet-là, comme dans beaucoup d'autres sujets, on a laissé finalement s'installer un mal en profondeur. On n'a pas voulu, pour toutes sortes de raisons, combattre les trafics de drogue comme on aurait dû le faire dans les quartiers en particulier. Et petit à petit, cette activité qui était, on va dire, artisanale, elle s'est industrialisée. Parce qu'il y a maintenant tellement d'argent qui sont en jeu. On parle de 6-7 milliards de cash à l'argent liquide. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Oui, ça rend fou surtout. C'est-à-dire que quelque part, ça achète tout. Et en plus, avec une population qui, pour une partie d'entre elles qui est liée à ces trafics, n'a pas d'éducation particulière. Donc globalement, la vie, la mort, son prochain, c'est pas son sujet. Et l'argent vous donne un niveau de motivation couplé à la terreur, parce que les modes de management, si vous voulez, dans ces univers-là, fait que si on fait pas le job, on le paye très cher. Donc on est dans un univers où on a vraiment laissé une dérive mafieuse s'installer
installés dans toute une série maintenant, non pas de quartiers, mais de villes, de territoires, et le mal est très diffus. Alors, on n'est pas encore à l'état de narco-État, comme certains le disent, mais c'est en train d'arriver lentement, mais sûrement. Certains parlent de mexicanisation. Oui, dans certains endroits, c'est absolument vrai. Après, le problème, c'est qu'on le voit là, on le voit sur les menaces sur les surveillants pénitentiaires, on le voit sur des actions qui sont ciblées. On aura malheureusement certainement des choses dramatiques à enregistrer dans les prochains temps. Alors, l'État réagit, on a créé un parquet spécialisé, on a créé des prisons spécialisées, mais regardez le niveau d'asymétrie de la réponse. C'est-à-dire que non seulement elle est très lente, mais en plus, quand on veut essayer de faire un peu preuve de fermeté, il y a toutes les entraves du droit, même à la prison de Vandaleuil, sous prétexte que les surveillants sont un peu autoritaires, sans doute, mais ils n'ont pas affaire à des gens gentils détenus. Voilà, tout d'un coup, il y a un recours, il y a un juge administratif qui dit au garde des Sceaux, bon, vos surveillants, il faut peut-être un peu les reprendre en main. Je veux dire, c'est ça l'état de droit dans lequel on est aujourd'hui. Et vous avez plein de radios qui sont contentes de raconter qu'à Vandaleuil, on n'a pas des gentils surveillants, quoi. Donc c'est un vrai sujet de est-ce qu'on est à la hauteur de la réponse? La réponse n'est pas encore. Je ne sais pas s'il y a des gentils prisonniers, des gentils surveillants. Ce que je vois, ce que je constate, c'est que on apprend là depuis quelques années que les trafiquants de drogue sont partout dans le sud. Je suis même allé, et en France, je suis allé à Aubervilliers faire des reportages. Il y a des points de deal, et on a même une grande banque qui a dû déménager en partie à cause de ça. Comment on fait pour lutter? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'il faut s'inspirer d'autres pays? L'Italie aussi, on sait qu'il y a la mafia, le Mexique. Comment on fait pour arrêter ce phénomène? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous posez. Déjà, sur les modèles étrangers, moi, je distinguerais la mafia italienne de ce qui se passe précisément en France, parce qu'on a une logique territoriale et une logique d'étalement du phénomène du narcotrafic qui est sans équivalent par rapport à la question italienne. Là, c'est vraiment toutes les villes, et ça me permet de faire une incise dessus. Un des premiers problèmes qui est lié au narcotrafic, et on l'a vu dans les années d'ailleurs 80-90 qui a commencé, c'est que ça a prospéré dans les ghettos. Vous avez parlé tout à l'heure des quartiers populaires, et le problème, c'est que le législateur lui-même a étalé de lui-même la ghettoisation avec la loi SRU, la loi Solidarité sur le renouvellement urbain, une loi votée sous Lionel Jospin en l'an 2000, quoi, cette loi qui impose 20% de logements sociaux dans toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants. Taux porté à 25% par François Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les problématiques qu'on avait dans les années 80-90 à Paris, Lyon et Marseille, pour schématiser, on les retrouve aujourd'hui dans toutes les villes de France, notamment à Alès, par exemple, qui est une ville de 50 000 habitants à peine, mais vous les retrouvez également à Châteauroux, à Angers, à Grenoble, ou même dans des plus petites villes de France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, on avait sorti une étude par rapport au modèle étranger sur lequel il faut s'inspirer. Nous, on a travaillé sur la guerre contre la drogue qui avait été menée par Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 80, parce qu'il y a la même problématique. Et un des volets, je sais pas, la loi narcotrafic était une bonne loi, mais un des volets qui était important et qu'ont mis en place les deux leaders anglo-saxons, c'est la réponse pénale. Et aujourd'hui, notre réponse pénale est insuffisante. Et par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de très simple, c'est pour des peines planchées à 5 ans de prison pour détention d'une certaine quantité de drogue. Et ça a permis de faire baisser la question de l'impunité, de faire baisser aussi les règlements de compte liés au narcotrafic sur la période où ça a été appliqué. Mathieu Hoc et Alexandre Malafaille, merci, vous restez avec nous sur Europe 1 à 13h44. On va évidemment reparler de tous ces sujets, enfin surtout on va basculer sur un sujet qui est très important et qui va concerner beaucoup de Français, notamment dans le sud, avec ces incendies qui sont en cours dans le Var, mais on se souvient aussi de Fontainebleau, ces images terribles. On voit là, avec le réchauffement climatique que maintenant plus aucune région est bien épargnée par ces feux, et on aura un témoignage très intéressant de soi en ligne dans quelques instants avec Christophe Govillot, qui est un ancien pilote de Canadair.